Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en balade sur l'île de la Cité. J'espère que vous aimez la foule car ici il y a beaucoup de monde. Entre les touristes du côté de Notre-Dame, les avocats au palais de justice et les policiers sur le quai des Orfèvres, l'île de la Cité c'est vraiment un endroit très animé. Alors si vous voulez un peu de tranquillité, je vous invite à me rejoindre ici, place Dauphine, à l'ouest de l'île. C'est tout aussi majestueux que de l'autre côté du boulevard du Palais, mais c'est beaucoup plus tranquille, comme un village avec ses commerçants et ses artisans. Allez, en selle pour un nouveau numéro de Paname. Et pour commencer ma découverte de la place Dauphine, je me rends au quai de l'Horloge, le quai historique des artisans d'art. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Je peux m'approcher, il n'y a pas de danger. Aucun danger, du moment qu'on n'y met pas la main. C'est mieux. Qu'est-ce que vous faites là, Dominique? Eh bien, une frappe de médaille, on va dire. On va presser plus qu'une frappe. D'accord, c'est dessiné en creux, c'est ça? Sur le Exactement. morceau de quoi? De fer? Ça s'appelle comment ça? C'est de l'acier. Il est L'acier. trempé pour résister à l'écrasement. Et là, ce que vous êtes en train d'écraser, c'est de l'or? Là, c'est de l'or. On peut faire avec de l'argent, du laiton, n'importe quel métal. Et une médaille comme ça, il faut combien de passages dans la presse? 5, 6. Ah ouais. Pour l'argent, c'est plus simple. Ah oui, l'argent, c'est tout mou. Il est gentil, l'argent. Il faut remettre la médaille au goût du jour. En bijoux, quoi. C'est pour les baptêmes? Principalement. Les communions, les baptêmes. Ou pour le plaisir. Parce que qui découvre mes médailles ne s'en laisse plus et revient tout le temps. C'est vrai? Ouais, j'ai des clients de 4-5 générations maintenant. Ah ouais, Je ne les ai pas tous connus là. fidèle. Mon grand-père, mon père. Ah oui, c'est vraiment une histoire de famille, la maison Canal. C'est une histoire de famille. Et l'activité, elle remonte jusqu'au début 19e, donc 1827. Toute cette place Dauphine et les immeubles environnants ont été bâtis pour, au rez-de-chaussée, mettre des boutiques, à l'époque d'Henri IV, pour artisans, graveurs, orfèvres, bijoutiers, etc., etc. On est les derniers. Et qui vient vous acheter des médailles? Ici, on a en quelque sorte trois types de production. Les médailles dites d'art, des médailles d'entreprise, quand ils ont des remises de médailles d'ancienneté ou des choses comme ça. Et puis on a une assez fort belle collection de médailles de baptême qui sont nos propres productions. Emmanuel, qu'est-ce qu'il fait là? On fait la gravure. Gravure à la main, donc une fois que la médaille est finie, on propose aux clients de dédicacer leur médaille. Donc c'est en général prénom, une date pour concernant un événement. Et ça se fait vraiment à la main. Là c'est en creux, avec des burins, des outils, comme ça. Il faut avoir de bons yeux. Oui, on se fatigue vite, donc il faut avoir de bons yeux et des loups. Et vous, comment vous êtes arrivé à faire ce métier? Parce que c'était pas votre métier à l'origine. Pas du tout, non, j'ai commencé à faire des études de kiné-ostéo. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Qu'est-ce qui m'a donné le déclic? Oui. Ça allait disparaître après mon père partait à la retraite, qui c'est qui allait reprendre? Donc j'ai tout d'un coup, c'est aussi la maturité, à 20 ans, je me suis dit, mais ça c'est un métier qui va disparaître. Hors des ostéos, des kinés, il y en a encore. Vous êtes heureux de ce que vous faites? Ouais. Ouais? Oui. Ouais, c'est génial. Regardez, vous êtes pas bien là? Ah si, c'est bien. On est ailleurs. Dans Oui, une on autre est ailleurs, époque. voilà, on voyage. Moi je fais ça tous les jours. C'est la machine à remonter le temps un petit peu quand même.
Frédéric, Ah, Yvan, quel beau lieu bonjour. de rendez-vous Ah. que cette place Dauphine. et j'ai réservé un banc. Eh oui, je vois ça. Asseyez-vous. C'était qui cette Dauphine? Ah bah non, ah non, erreur. Ah, Bah, ça commence mal. C'était un garçon. En fait, c'est Henri IV, vous savez, grand bâtisseur de la capitale. On en a déjà parlé dans cette émission. Et là, il refaisait un peu les lieux. Il y avait le Pont-Neuf, tout ça. Il voulait travailler. Et Louis XIII vient de naître, son fils. Oh, alors là, pour cette naissance, on va donner le nom de ce dauphin et non pas d'une dauphine à cette place. Voilà l'origine. Mais oui, mais comme place est féminin, on était obligé de mettre d'accord. dauphin au féminin aussi. Alors cette place, elle est située juste derrière le palais de justice, Oui. qui autrefois était le palais royal. Ah oui, c'est là que les souverains s'étaient installés, c'est là qu'ils régnaient depuis Capet. Hein. On s'était mis sur cette île parce qu'évidemment, entouré par les eaux de la Seine, c'était protecteur. Jusqu'au règne de Charles V qui décide de quitter les lieux et de partir de l'autre côté de la Seine, au Louvre. Mais du coup, son palais, puisqu'il n'était plus occupé par le roi, il était occupé par les juges qui rendaient la justice à sa place. Donc de palais royal, il est devenu palais de justice, logiquement. Comme on rendait la justice dans la chambre qu'occupait le roi, eh bien ce mot de chambre va rester. On parle de chambre de cassation, on parle de chambre tout simplement. Même chose pour la cour d'assises. Ah ben tout à fait, la cour, c'était des membres de la cour du roi qui rendaient justice. Donc le roi ayant disparu, certains membres de sa cour restaient là et on parle toujours de cour de justice, cour d'assises, cour d'appel, cour de cassation. Alors cette place Dauphine, elle est traversée par le Pont-Neuf, Oui, le mal nommé, ah ben oui. puisque c'est le plus ancien de Paris. Exactement. Il a été inauguré par Henri IV, justement. Et finalement, ce pont est toujours debout. Il a été inauguré en 1603. Et sur ce pont, il n'y a jamais eu aucune construction. Donc c'était le seul pont, le premier pont, le seul pont de Paris où on pouvait voir la Seine. Incroyable. Et il y avait des trottoirs. Ça n'existait pas avant. Donc on pouvait traverser à pied sec sans se crotter les bas de pantalon ou les robes. Et puis c'est là qu'il y a la première statue équestre qui est arrivée à Paris. Celle d'Henri IV. Et Henri IV, on rend hommage évidemment au roi qui a inauguré ce pont. Merci Frédéric. À bientôt Yvan, bonne promenade. Vous le voyez, c'est l'une des plus importantes files d'attente de la capitale. Tous les jours, tout au long de la journée, des milliers de touristes et très peu de Parisiens font la queue pour voir l'un des plus beaux joyaux de la capitale. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Et cette perle, c'est la Sainte-Chapelle. Elle est située dans l'enceinte même du palais de justice. Attention les yeux, vous allez en prendre plein la vue. C'est unique à Paris, ça, une double coupe. Exactement, chapelle. tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle une chapelle palatine, puisque nous sommes ici dans l'ancien palais des rois de France. Voilà, donc une chapelle basse qui était réservée pour le personnel, pour les serviteurs du roi, et la chapelle haute qui était réservée pour le roi et pour ses hôtes de marque, tout simplement. Alors, cette Sainte-Chapelle a été construite pour quelle occasion? Alors, cette Sainte-Chapelle a été construite pour abriter au départ la couronne d'épines du Christ, qui est la grande relique de la chrétienté en plein XIIIe siècle. Et c'est Saint Louis qui achète cette relique à l'empereur byzantin. Et donc, il construit ce bâtiment uniquement pour ça. Il voulait que son peuple soit protégé pendant qu'il était en croisade. Il voulait identifier sa propre couronne, la couronne du roi de France, à celle du Christ. Guillaume, explique-moi quelque chose. Toutes les cathédrales sont extrêmement sombres. Là, on est à l'apogée du gothique. On va à Notre-Dame, on voit rien à l'intérieur. Ici, c'est super clair. C'est une volonté? Oui,
On rentre dans cette Sainte Chapelle, on est entièrement baigné de lumière et de couleurs. On évoque ici ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, c'est-à-dire une anticipation du paradis, tout simplement. À la fin de la Bible, il y a un tout petit texte, ça fait 10 lignes à peine, c'est vraiment très court. Et Saint Jean, qui est le grand rédacteur du livre de l'Apocalypse, parle de cette cité idéale, toute d'or et de cristal. Autour, il y a des remparts. Sur ces remparts, il y a des myriades de pierres précieuses. Et voilà. Et cette cité idéale, c'est une anticipation du ciel, tout simplement. Donc ici, on est au paradis. Exactement. C'est toute la Bible qui est convoquée en quelque sorte ici à travers cette cage de verre. Il y a 1113 scènes figurées ici qui nous racontent des scènes de l'Ancien Testament surtout, essentiellement. Et ce qu'il y a d'exceptionnel ici, c'est que Saint Loup se met en scène, où on le voit porter les reliques de la Passion qui vient d'arriver en France. Donc c'est une scène assez exceptionnelle puisque le roi ose s'afficher au cœur des vitraux de la Sainte Chapelle. Il y a un Christ avec une épée dans la bouche. Oui. C'est quand même assez curieux, ça. Qu'est-ce que ça veut signifier? Alors ça fait référence au texte de l'Apocalypse. Cette épée représente la séparation entre le bien et le mal au moment du jugement, final, tout simplement. Mais cette séparation, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait en quelque sorte par la parole du Christ. C'est la parole divine, c'est le Verbe divin qui, par sa parole tranchante, va séparer le bien du mal. Ça fait 13 ans que vous arpentez, vous, régulièrement cette Sainte Chapelle. Qu'est-ce qui vous fascine? Je trouve, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc au XXe siècle, on sait qu'on a des bâtiments tout en verre, mais vous voyez qu'on n'a pas attendu le XXe siècle pour faire des bâtiments tout en verre. Dès le XIIIe siècle, et c'est ce que l'on a fait ici. Et ça m'impressionne toujours autant, enfin, de voir que dans cette chapelle haute, qui ne fait que 33 mètres de long sur 10 mètres 50 de large, eh bien on a plus de verre que de pierre. On est dans une cage de verre. Et je trouve ça très impressionnant, surtout pour l'époque. Il y a une expérience physique à faire à la Sainte-Chapelle. Quand on débouche d'un tout petit escalier, on vient de la chapelle basse et on débouche par un tout petit escalier et on arrive dans cette cage de verre entièrement faite de lumière, de couleurs. Et voilà, et c'est le corps qui est presque pris, vous voyez, comme ça, dans cette luminosité intense. Donc c'est presque une expérience physique à faire. Je quitte ébloui cette cathédrale de verre et le palais de justice pour une autre institution du monde judiciaire. Bonjour Monsieur Desmoutis. Bonjour monsieur et bienvenue à la Maison Bosse. Merci. Le moins qu'on puisse dire que si un avocat se fait un accroc en faisant un effet de manche, il n'a pas long à faire pour venir le réparer ici. Non, c'est pas très loin, c'est juste de l'autre côté de la rue. La maison Bosc a toujours été installée ici? Et auparavant, c'était même plus près, puisqu'historiquement, elle se trouvait à l'intérieur même du palais de justice, sous le grand escalier menant à la première chambre. Alors racontez-moi, quelle est l'origine de cette maison? Alors, à l'origine, c'est au moment de la monarchie de Juillet, donc Madame Bosc, c'est une femme couturière, a fondé cette maison et donc historiquement placée à l'intérieur du palais de justice. Donc c'était le magasin et l'atelier. Et d'ailleurs, 160 ans après, on a toujours le magasin et l'atelier dans l'arrière-boutique, puisque toutes les robes sont intégralement fabriquées ici. Et quelle est la particularité de la robe de la maison Bosc? Alors tout d'abord, elle est intégralement faite sur mesure à la main et en n'utilisant que des tissus de très grande qualité, la laine et le cachemire. En plus, le tissage est particulièrement étudié, ce qu'on appelle du tissage en torsion, pour pouvoir, quand la robe se chiffonne, qu'elle se défroisse instantanément. Ça veut dire que là, on peut la froisser si on en prend une? Si on en prend une, le tissu... Attendez, on va la prendre. Hop. On va la montrer. Donc là, ça c'est une vraie robe d'avocat. Alors ça, c'est une robe d'avocat, c'est le modèle en fait le plus vendu par la maison. Hein. Si je la froisse, ça je peux y aller? regardez, allez-y. Ça revient. Ça revient. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. My heart is giving you love. Quelle est l'origine du costume judiciaire? Il faut savoir que c'est la tradition vestimentaire la plus ancienne encore en vigueur. Ça date du Moyen-Âge. Alors, ça commence par
le roi qui en fait rendait la justice, qui a délégué aux juges le pouvoir de rendre la justice, et pour que ce soit crédible, leur a fait porter le même costume. Donc le costume du juge est inspiré du costume royal. Donc tout ça est très codifié. Tout ça n'a pas été très codifié jusqu'à Napoléon Ier, qui a édicté des règles assez précises auxquelles on n'a pas dérogé depuis. Voilà, l'épitoge donc qui est porté sur l'épaule, ça reproduit le chaperon en fait, qui était une espèce de coiffe, et les trois éléments de l'épitoge, donc c'était la cornette, le guleron et la chose, donc qui sont les trois éléments, reproduisent ce fameux chaperon. Et en fait, donc pour l'avocat parisien, il n'y a pas de fourrure au bout. Pour les avocats du reste du monde, observant le code Napoléon, il y a un petit morceau de fourrure. Alors, il y a une explication, on va dire, romanesque, qui est celle que les avocats parisiens ont été punis pour leur soutien à Malesherbes, l'avocat de Louis XVI. Et donc, en punition, on leur a enlevé la fourrure. C'est quoi comme fourrure? C'était historiquement de l'hermine, l'animal Ouais. que vous voyez là-haut. Maintenant, l'hermine étant protégée, c'est du lapin à poil long. C'est très doux. C'est très doux. Ah, est-ce que vous pouvez me Matière. raconter d'où elle vient cette expression, les effets de manche? L'auditoire, au cours d'un procès, a plutôt tendance à s'endormir, surtout après le déjeuner. Et l'avocat, il doit se faire entendre et il va lever la main, il va essayer d'attirer l'attention. D'ailleurs, le côté brillant du revers de manche est aussi fait pour attirer l'œil. Donc, effet de manche, puisque historiquement, les revers de manche, ils n'étaient pas accrochés, il n'y avait pas de bouton. Et l'avocat faisait claquer comme un fouet sa manche, ce qui effectivement avait tendance à réveiller tout le monde et à provoquer l'attention de l'auditoire. Si vous allez au bout de l'île de la Cité, vous allez avoir envie de rejouer une célèbre scène de cinéma. Je suis le maître du monde! C'est nul. Bon, j'espère que j'embarque pas à bord du Titanic. Non, je vais pas couler. Je vais réaliser l'un de mes rêves d'enfant. Tenir la barre d'un bateau de croisière sur la Seine. Mais avant cela, je prends une petite leçon d'histoire de la compagnie. Ça commence bien la journée, c'est tranquille. C'est un joli cadre de travail ici. Ah oui, il y a pire quand même, il y a pire. Avoir le Pont Neuf devant soi toute la journée, les bateaux, la Seine, merveilleux. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cette maison, parce qu'elle est un peu particulière, c'est une histoire familiale déjà. Complètement. L'origine, c'est Émile Hazan sur la Marne, qui avait une petite entreprise de pédalo, de kayak. Et un jour, il a acheté un petit bateau, une requin. Et puis, les bateaux-mouches venaient de s'installer à Paris. Et il s'est dit, pourquoi je ne viendrais pas à Paris, moi aussi? Et il s'est installé juste en face, en 1959, avec 3 petites vedettes. Et en 1962, les voies sur berge ont été créées. Et là, on leur a demandé de déménager. Et on dit, où est-ce que vous voulez aller? Il a tourné la tête, il dit, en face, sur l'île. Pas mal. Voilà l'histoire. Alors vous êtes le directeur. Comment vous êtes rentré dans cette maison? Les vedettes du Pont-Neuf étaient clientes dans mon cabinet d'avocat. Et la vie est quelquefois surprenante. En 2000, j'ai intégré définitivement les vedettes du Pont-Neuf. Donc vous êtes passé du palais de justice au Pont-Neuf. Exactement. Vous avez pas eu- Quelques marches à descendre seulement. Vous ne regretterez rien. Ah, je ne regrette rien du tout. On y va alors. Allez-y, on va qui est bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Ah, moi, je suis... C'est important, bienvenue à bord. Voilà, oui. Ça marche toujours, les bateaux-mouches? Paris est la plus belle ville du monde. Je crois que la Seine transporte 8 millions de passagers. Donc, ça fait beaucoup de monde. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais embarquer avec Christophe. Avec plaisir. J'espère que la mer est bonne. Écoutez, ça a l'air calme pour l'instant. On est parti pour combien de temps là? On est parti pour faire une petite croisière d'1 heure.
On va descendre jusqu'à la Tour Eiffel, et puis après on fera demi-tour, on montera la Seine jusqu'à l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Ça donne un bel aperçu de la capitale, sur la plus belle avenue du monde, la Seine. Pour vous, c'est la plus belle avenue du monde. Ah oui, largement, largement. Parce qu'on a la chance d'avoir les principaux monuments de Paris, le long de la Seine. Là, sur la gauche, vous avez l'Assemblée nationale, on verra la Tour Eiffel, on verra Notre-Dame, la Conciergerie. Vous appelez ça le 21e arrondissement. Oui, on appelle ça le 21e arrondissement, parce qu'il y a une qualité de vie, un style de vie qui est complètement différent. C'est-à-dire que là, on est au niveau zéro de Paris, sur la Seine. Et pour nous, Paris, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, sur le pont. Le bruit, le stress, la pollution, le monde. C'est un autre Paris que vous voyez, vous. C'est un autre Paris. Ça fait combien de temps que vous naviguez sur la Seine? Ça fait moi 25 ans maintenant. 25 ans. Je suis issu d'une famille de mariniers. Mon père était marinier, mon grand-père aussi. Je crois que j'avais un arrière-grand-père qui était éclusier, il me semble. Et par tradition familiale, on va dire, j'ai choisi un travail où il y a l'élément essentiel et vital pour moi, l'eau, tout simplement. Vous êtes né sur l'eau, Je suis vous né sur travaillez l'eau, sur l'eau, je vous travaille vivez sur l'eau, non? Non, non, je ne vis pas sur l'eau. Non, non. Et comment vous êtes arrivé? Je suis rentré en tant que guide, c'est-à-dire que j'expliquais les différents monuments. Et puis l'ambiance m'a plu, le métier m'a plu, le cadre de travail m'a vraiment plu. Et c'était aussi dans mes traditions. Donc du coup, j'ai décidé de passer les permis et puis exercer ce métier original et très sympa de pilote de bateau passagers. Original. Original, il n'y en a pas beaucoup. Et par exemple, chaque fois que je vais faire des démarches administratives ou pas, quand je cite mon métier, ça fait rire les personnes, les intervenants, parce que voilà, j'ai un pilote de bateau-bouche, un métier, on va dire, peu commun dans Paris. Former French President Felix Faure, and in the middle of the bridge, you can see the coat of arms of Russia. On navigue avec la barre, là. Là, on navigue avec la barre, on a un système de sécurité qui en cas de problème avec ces barres, nous permettent de continuer à diriger le bateau. C'est une sorte de petit joystick comme ça. Et j'avoue que c'est moins fatigant. Mais c'est plus rigolo avec la barre, non? Oui, c'est plus rigolo, bien sûr. The smallest bridge in Paris is called Small Bridge. Absolutely 13 pounds. Je vous laisse la barre? Avec plaisir. Avec Alors, plaisir. expliquez-moi comment ça fonctionne. Très simple, comme une voiture. Vous tournez à gauche, le bateau va à gauche. D'accord. Il suffit juste de bien viser le centre du pont. Là, je commence Là, aller à droite, oui. à droite. Oui, maintenant même. D'accord. Encore, Encore, allez-y. encore. Ouais. Ça tourne pas. Il va venir. Encore. Oui, il y a un délai entre le fait Voilà, de c'est ça, tourner. il a un petit temps de réaction. C'est un vieux pépère, ce bateau. C'est vrai? Ouais. Là, ça va? Pour l'instant. Vous êtes rassurant. Et là, je commence à... Là, vous commencez à redresser. Vous avez un indicateur de barre là, qui vous Ok. donne le zéro. Le Le zéro, zéro. c'est la ligne droite. Je suis pas vraiment dans le bon endroit, là, non? Ça va pas le faire. Oh là là. Si, ça va le faire. Alors, il faut bien viser le centre parce que comme on a une terrasse avec des passagers au-dessus... Oui, ça serait dommage qu'on en serait accroche dommage. quelques-uns. Voilà. Et pas mal. Pas mal, pas mal. Hein? On n'accroche personne? J'adore. Et c'est un métier qui est très très agréable. Très agréable. Et puis la chance aussi sur ce bateau d'avoir un poste de pilotage entièrement vitré, donc panoramique, voilà. Et donc du coup, assis à ma place, c'est comme un grand travelling de cinéma. Il y a tout Paris qui défile devant nos yeux. J'ai passé une super journée sur l'île de la Cité. J'ai découvert des choses absolument incroyables. Et en plus, je navigue. Moi, en tout cas, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je vais essayer de ne pas mettre ce bateau de croisière dans une pile de pont, ça serait bien dommage. Mais là, je passe vraiment au milieu. Hein. Regardez, 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 regardez. Eh, oh, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Hein?